Coucou Mélanie. Bienvenue à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a Alors, n'hésitez pas avec les questions déjà. Voilà. Ça a l'air d'être bon pour le sens, là on est bien. Très Ok, bien. super. Pour donc les nouvelles, nous sommes à 1 an de mon projet de naissance et on vient de regarder, on a 9191. Ça, c'est Projet de naissance. Projet de naissance réalisé, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On a eu la chance d'avoir Paris-Normandie, France Bleu et RCF qui ont fait des choses pour nos 1 an, donc on est très très contents, merci à eux. Je vais faire des directs sur France Bleu dès la semaine prochaine. Voilà les nouvelles. Donc aujourd'hui, le thème, normalement, c'est prendre soin pendant la grossesse et après. Prendre soin de soi. De tout en fait. Oui, prendre soin finalement, ça peut être large. De soi, du couple, des liens, du bébé, de tout en fait. Et vraiment, les 1000 premiers jours, les mamans, les familles, les papas sont vulnérables et donc c'est à toute la société de prendre soin. Et on nous fait croire dans notre pays industrialisé qu'on doit y arriver toute seule. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut tout un village pour élever un enfant. On peut pas y arriver toute seule. Et c'est pas un challenge, ni un défi, ni une réussite, ni un échec. Et donc il faut demander de l'aide. Et ça peut se préparer même en amont, pendant la grossesse, pour savoir s'entourer, s'entourer des personnes qui nous font du bien, pour être bien soutenu sur ce moment qui n'est pas facile. C'est un vrai marathon d'accueillir un bébé, et puis les premiers jours ne sont pas forcément toujours très simples, il y a des repères qui se trouvent, et en fait peut-être on peut se rendre compte au fur et à mesure que ça continue à être un challenge jour après jour, et c'est important d'être soutenu sur la durée. Souvent les gens peuvent être beaucoup là au début, juste après la naissance du bébé, et c'est vraiment sur la durée que c'est important d'avoir du soutien. Et le but, c'est que ce soit la maman et le papa qui s'occupent du bébé et que l'entourage soutienne la maman et le papa. Voilà. Et donc les mamans et les papas réussissent à s'occuper du bébé, mais en étant eux-mêmes entourés et soutenus par les autres. Donc en moyenne, on fera 2 enfants par femme en France, donc ça fait 2 fois dans sa vie où il faut demander de l'aide. Et c'est mal vu d'être vulnérable et c'est mal vu de dire j'ai besoin d'aide dans notre société, alors que dans d'autres pays, c'est même pas une question. C'est organisé, c'est prévu. À chaque naissance, il y a une personne qui va venir aider, par exemple, dans certaines cultures. Et la femme sait qu'elle a reçu de l'aide et qu'un jour, c'est elle qui ira donner cette aide à une autre personne, par exemple. Ça se passe beaucoup avec les femmes dans cette culture-là. Et puis, le fait d'aider, ça a été démontré que ça fait du bien au cerveau de la personne qui aide. Et donc ça fait du bien à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. Mais après, on croit qu'on est redevable. Moi, j'ai entendu des dames qui me disent oui, mais après, je vais être redevable. Bon, si vous voulez le dire comme ça, pourquoi pas. Mais c'est pas grave. Quand cette copine-là aura besoin d'aide, vous viendrez chez elle ou vous. Parce que chacun, c'est pas bien de venir chez soi. Des fois, c'est prendre les enfants. Des fois, c'est sortir ensemble, aller prendre un thé. Ça peut être juste. Alors nous, on a une amie commune qui nous regarde peut-être, et qui est enceinte de son 3e enfant. Et son mari est parti quelques jours, et c'était un peu, ce qui est normal, le stress. Et on a proposé notre aide, et elle a choisi qu'on prenne le thé ensemble. Alors qu'on pourrait dire, c'est pas de l'aide, puisque c'est du travail, on vient chez elle, c'est elle qui nous fait du super thé à la menthe, un super gâteau. Et en fait, c'était ça l'aide. Alors moi j'ai joué, parce que j'adore jouer évidemment aux puzzles et aux pâtes à modeler, je suis pas pédiatre pour rien, mais avec le grand, mais c'était ça son besoin d'aide, et c'est comme ça qu'elle a passé une bonne après-midi, plutôt que d'être toute seule avec ses 2 enfants et son gros bidon et le stress pour son mari. Elle a choisi ça comme aide, on aurait pu faire autre chose. Oui, c'est chouette que la personne puisse choisir elle-même qu'est-ce qui va l'aider vraiment, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et peut-être que nous on aurait imaginé autre chose, mais elle a pu choisir ce qui lui convenait, et c'est ça qui est important.
Des fois, c'est pouvoir prendre une douche tranquille en sachant que le bébé est avec quelqu'un et je prends ma douche sans tendre l'oreille et être en hypervigilance de ce qu'il pleure. Faire ça en Vite, 2 vite, secondes vite, 30. vite, vite, vite. C'est ça. Des fois, c'est juste manger chaud. Ça paraît bête, manger chaud. Truc de dingue. C'est ça. Des fois, C'est c'est... important. voilà. Et ça, on peut pas... Enfin, chaque personne a des besoins différents. Donc, il faut que les parents demandent l'aide exacte. J'ai besoin de... J'en sais rien. Tondre la pelouse, aller chercher le drive. Par exemple, il y a une sage-femme qui conseillait, j'avais trouvé cette idée extraordinaire, dès qu'on a un besoin de le noter sur un bloc-notes à côté du téléphone, et ça permet comme ça, si quelqu'un vous appelle et vous dit mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, et que sur le coup peut-être vous n'aurez pas d'idée, de ressortir le bloc-notes et de dire bah voilà, tu peux faire ça, ça, ça ou ça, qu'est-ce qui te conviendrait, et hop, comme ça permet de toujours avoir les idées pour que les gens puissent vous aider bien. Aider les autres à vous aider en ayant les bonnes idées. Moi, je conseille souvent, parce que je sais que ça fait vraiment plaisir aux mamies, c'est le linge des bébés. De donner le linge des bébés à laver, et alors elles vont le repasser, elles vont faire les petits nœuds des cache-cœurs, mettre toutes les boutons pression, tout ça, rendre ça trop mignon, là, un peu à la japonaise. Et vraiment, c'est un plaisir de tripoter les affaires de bébés pour des mamies, donc n'hésitez pas. Alors, nous avons notre première question. C'est Nina qui nous dit le lien social est vital. Ma deuxième vient de prendre 1 mois. On nous a conseillé d'éviter les visites, mais je n'ai pas pu. Je crois que sans aide, j'aurais pu faire une dépression. Et oui. Alors, il y a une différence entre les visites qui viennent, qui se mettent les pieds sous la table et qui attendent d'être servies. Et qui restent, et qui restent, et qui restent. Même si elles voient que vous bâillez, que vous êtes fatigué et que le bébé s'énerve. Et j'ai besoin que tu viennes pour aller me promener en forêt ou aller tenir mon bébé pendant que je prends ma douche. Ou parce que tu es une personne ressource pour moi et que ça va me faire du bien de te voir. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, les visites qui se mettent les pieds sous la table... non, ça c'est du travail. Dès que c'est du travail, non. Si ça fait oui, de toute façon c'est simple. Si quand vous savez qu'ils viennent, ça fait oui, super, j'ai trop hâte, faut que je tienne jusque là, c'est que c'est bon signe. Si c'est non, c'est pas possible, c'est que c'est. Et c'est là où c'est bien de ne pas écouter comment on pourrait dire, les bonnes pratiques, enfin pas les bonnes pratiques, mais le bon usage il faut recevoir toute la famille, il faut recevoir, oui mais j'ai reçu un tel, alors du coup il faut que je reçoive un tel, sinon ils vont être jaloux, ça on s'en fout. Il faut vraiment suivre votre cœur et qu'est-ce qui vous fait du bien vraiment, quoi. On a un vrai problème culturel, vraiment. Prendre soin de soi pendant la grossesse et après, c'est un problème culturel. Parce que on nous apprend à être des Wonder Woman, donc moi je suis très féministe, mais le problème du féminisme, c'est super, mais on demande aux femmes de tout faire maintenant. C'est-à-dire qu'on fait autant d'études, on gagne autant, enfin un peu moins bien sûr, mais on gagne pour l'instant. On s'occupe de son mari, parce que lui, il ne sait pas s'occuper de lui émotionnellement, on s'occupe des enfants, de la maison, des courses et tout ça. Et donc, à vouloir être légale, on a perdu le soutien des autres femmes et du village entier, à vouloir être Wonder Woman. Donc il faut être féministe en disant nous on est différentes. Nous quand on est enceinte, quand on a un bébé, eh ben, on a besoin que quelqu'un s'occupe de nous. C'est pas s'occupe du bébé, c'est là la différence. C'est pas le visiteur qui vient qui dit donne-le-moi, donne-le-moi. Non, moi je prends le bébé et toi tu t'occupes de moi. C'est ça. C'est la grande différence. On peut parler, j'avais évoqué ça avec une femme dont je m'étais occupée, d'une chaîne de chouchoutage, c'est-à-dire que c'est important pour que les parents puissent s'occuper bien du bébé, qu'ils puissent eux-mêmes avoir autour d'eux des gens qui s'occupent d'eux, qui les chouchoutent, pour qu'ils restent bien disponibles pour le bébé. Alors, et quand on demande de l'aide, mais que personne ne vient, quand il n'y a que la maman qui s'occupe de tout et qu'à la limite elle n'y arrive plus, ça se passe comment ? Parce que pas toutes les mamans ont du soutien et c'est malheureux. Tout à fait. Bien d'accord. Complètement, ouais. Alors je redis, ma mère veut faire une association de grands-parents substitutifs. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a quand même des gens qui ont envie de soutenir. Il y a des gens qui aiment prendre soin.
Il y a plein de gens retraités. Alors, il faut peut-être essayer avant. C'est pas sur le moment, c'est pas facile. Mais je pense que pendant la grossesse, avec le gros bidon, faire des petites balades, et il y a peut-être des papis, mamies qui vont venir vous voir. Ah, bonjour, c'est pour quand? T'as ça, nanana. Et puis un papy qui aime faire du jardin, une mamie qui aime repasser. Il faut chercher avant, je pense. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça s'organise avant. Faire le réseau de chouchoutage avant d'avoir le bébé et d'être en pétage de plomb, parce que ça fait péter les plombs. C'est un peu tard, on fait ce qu'on peut, mais ouais. Et ta mère, je me rappelle, elle parlait du fait que quand elle était avec des enfants jeunes, il y avait tout un réseau avec le voisinage. Et probablement c'est intéressant d'oser aller rencontrer ses voisins, de pouvoir voir comment on peut s'aider mutuellement. C'est pas un échange direct, c'est pas forcément avec cette personne qui vous a donné quelque chose que vous allez lui rendre son service. Ça peut être quelque chose de plus large où, de manière assez globale, certaines personnes nous donnent, nous on donne à d'autres personnes, et puis c'est un équilibre qui se fait comme ça au fur et à mesure. Et je pense, oui, que c'est vraiment important de construire ça au fur et à mesure, peut-être même avant la grossesse, pendant la grossesse, et c'est après où il faut trouver le bon équilibre entre cette bulle qui est nécessaire pour bien rencontrer son bébé, se mettre en route dans cette petite bulle de famille, et que des gens puissent venir nourrir un peu ça et vous aider à ce que ça soit bien. Oui, tout à fait. Marilyn parle dans ce cas-là potentiellement d'aide à domicile ou d'aide ménagère, peut-être de travailleuses intrafamiliales, comme on peut les appeler. C'est des personnes qui ont c'est des petites magiciennes ou des petits magiciens qui peuvent venir vous aider à la maison sur des tâches ménagères, sur du soutien pour accompagner un enfant à un rendez-vous médical pendant que vous restez, ou l'inverse. Et alors, j'ai pas de connaissances précises par rapport à la prise en charge. Moi non plus. Mais il y a certaines mutuelles. Il y a des mutuelles qui prennent en charge. Peut-être auprès de la CAF, il y a aussi des prises en charge. Je pense que c'est la plupart du temps des associations qui fédèrent ces aides et qui peuvent fonctionner selon le quotient familial. Exactement. Merci Marion. C'est le chemin que je prenais. Donc c'est aussi important de savoir demander de l'aide à ce niveau-là. La caisse d'assurance familiale, elle peut aussi apporter un soutien. Si on ne trouve personne autour de soi, c'est possible de trouver de l'aide par ce biais-là. Et puis il y a les sages-femmes libérales. Aussi. Moi je les appelle les couteaux suisses. Parce qu'elles savent faire plein de choses. Et elles savent aussi quand il n'y a personne autour, et toutes les semaines... c'est un temps où la maman, elle va pouvoir dire toutes ses peines, toutes ses difficultés, toutes ses souffrances. Et au moins là, elle est entendue, reconnue et soutenue. Et rien que ce petit espace remboursé par la sécurité sociale, merci, ça va lui faire du bien si elle n'a pas d'autre endroit où elle peut dire que c'est dur, qu'elle n'y arrive pas, que c'est compliqué. Parce que le psychologue, ça ne va pas être remboursé, c'est compliqué. L'accès au médecin, au pédiatre, c'est compliqué et c'est pas très long en général. C'est vraiment les sages-femmes qui prennent, merci à toutes les sages-femmes, ce temps d'écoute. Ben oui, parce que voilà, vous le faites, alors que vous n'êtes pas bien payé pour ce que vous faites, mais vous le faites. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui disent ma sage-femme. J'aime beaucoup, j'ai vu ma sage-femme, je revois ma sage-femme. Et merci les sages-femmes. Donc les sages-femmes, quand on n'a personne, ça fait au moins une fois par semaine quelqu'un avec qui on peut raconter toutes ses misères et déjà de poser ce sac-là de mais je savais pas que c'était ça d'avoir un enfant, mais c'est tellement dur, mais je sais pas ce qu'il veut, mais je comprends rien, et il pleure et ça fait du bien de dire d'être entendu, vraiment, oui, c'est dur. Oui, on est avec vous. Tout à fait. Il faut réussir à traverser ce moment du mieux qu'on peut pour s'en sortir. Alors la PMI, c'est super, sauf que depuis 2 ans, avec le coronavirus, c'est beaucoup moins super et on est bien... C'était vraiment extraordinaire avant parce que c'était des demi-journées de pesée de bébés libres, en libre accès, sans rendez-vous. Donc déjà, il n'y avait pas la couche, la tétée, le biberon,
Voilà. Et puis on rencontrait les femmes qui étaient dans notre quartier et qui allaient devenir les mêmes qu'on allait voir à l'école. Et donc là, éventuellement, on pouvait un peu se dire, ah ben je la connais, ah ben, on discuter un peu dans la salle d'attente. Et là, éventuellement, se donner rendez-vous pour aller au parc avec les autres enfants, tout ça. C'était fabuleux, la PMI. Et ça, un jour, ça va redevenir fabuleux pour la salle d'attente, pour se rencontrer. Après, la PMI sur rendez-vous, quand il y a une salle d'attente petite, qu'il faut attendre dans la voiture, et puis c'est une puéricultrice, donc elle fait que le bébé, elle n'est pas couteau suisse, la puéricultrice, c'est pas de sa faute. Elle fait pas la maman, tous les problèmes de la maman, et dépression du postpartum, elle essaye, mais elle n'est pas, la pauvre, formée pour ça. Ni la sensibilité pour ça, que les sages-femmes, vraiment, sont sensibles au bien-être psychologique de la maman. Et par rapport à l'aide qu'on peut avoir aussi pendant la grossesse, alors c'est pas pris en charge comme peuvent l'être les sages-femmes, mais il y a des auxiliaires qui sont installés en libéral et qui peuvent aussi apporter du soutien. Et il y a des doulas, c'est des femmes qui ont une sensibilité par rapport au suivi autour de la maternité et qui peuvent aussi amener du soutien dans ce moment-là. Il y a Marion qui nous dit quelque chose de très intéressant qui va plaire à Célia. Se faire offrir de l'aide dans la liste de naissance, c'est une très très bonne idée. Ça peut être sous forme vraiment de chèque CESU par exemple, ou ça peut être de faire des petits bons. C'est quelque chose qui peut se préparer pendant la grossesse. Alors, est-ce que tu veux parler des chèques cadeaux? Alors c'est Ingrid Bayot qui a fait ça, donc c'est sur Connaître. C'est une Québécoise qui a fait des chèques et avec le réseau de périnatalité de Haute et Basse Normandie, enfin c'est la Haute qui l'a fait, mais on l'a offert à tout le monde. Pour la semaine mondiale de l'allaitement, on a offert à toutes les femmes des chèques tout faits, donc avec plein d'idées. Donc il y avait repassage, emmener les enfants, une promenade, prendre le thé. On a essayé vraiment de mettre tout ce qu'on a imaginé à toutes les copines qu'on était à faire ça, tout le réseau. Et puis comme ça, les mamans, elles offraient, enfin les gens qui venaient cochaient une des cases et prenaient ça. Donc la maman sélectionnait ce qu'elle voulait et les gens cochaient. Donc oui, les chèques cadeaux au Canada, elles l'ont à la mater. C'est comme elles ont le carnet de santé, elles ont le chèque cadeau. Donc c'est un cadeau pour une balade, des courses, le linge, le repassage, ce qu'on veut quoi. Tout à fait. S'occuper des grands, avoir une soirée en amoureux, enfin... tout ça. Donc oui, les chèques cadeaux, mais c'est vraiment pas culturel, donc faut... Oui, c'est bien de mettre ça en place parce que c'est un vrai soutien et puis ça permet que ce soit adapté à ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est important. Et ces chèques cadeaux, ça peut être, ça se fait de plus en plus dans ce que je peux voir, d'offrir un massage pour la mère après l'accouchement, d'offrir... un bain thalasso pour le bébé, par exemple. Par une auxiliaire extraordinaire. À l'ENOC, on a le droit de faire de la pub, on n'est pas à l'hôpital, donc ici on a le droit de faire de la pub pour faire des bains de Sonia, là. Oui. Donc extraordinaire, un moment où on s'occupe de la maman et du bébé tout à fait. Dans la bienveillance, et ça fait du bien, une petite bulle de bonheur, là, comme ça. Mais ça, il faut des sous. Mais parfois, il y avait un commentaire comme ça, plutôt que d'avoir 30 doudous ou 30 pyjamas, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est là où les listes de naissance peuvent être chouettes, comme ça vous pouvez préparer au fur et à mesure ce dont vous avez besoin et ce qui vous tentera après. Pauline nous demande, avez-vous des trucs et astuces à mettre en place avant l'accouchement pour être plus sereine à l'arrivée du bébé, l'aide ménagère par exemple, préparer et congeler des plats en avance, etc. Donc, tout à fait. C'est intéressant. Comme disait Célia tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de vous libérer des choses un peu matérielles pour avoir du temps pour s'occuper du bébé. Et donc c'est bien de pouvoir organiser un peu selon l'aide que vous avez autour de vous, qui peut venir faire un peu de ménage, qui peut venir faire un peu à manger, qui peut venir faire des choses annexes, que vous soyez libérés pour rester auprès du bébé, notamment au tout début. Donc Picard est votre meilleur ami. Intermarché, à partir de 50 €, la livraison est gratuite. Voilà, le drive. Le drive, ferme d'ici, c'est pareil, c'est gratuit. Il faut aller chercher dans un magasin, une boulangerie. Donc vous pouvez vraiment vous organiser avant. Moi j'appelle ça le mode survie. Tout à fait.
Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut quand on a un bébé. Donc, des fois, on ne prend pas sa douche de la journée. Des fois, on ne peut pas aller porter une enveloppe dans la boîte aux lettres. On avait juste ça à faire, on n'a même pas réussi. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment organiser la maison. Parce que moi, j'ai des gens en consultation, je leur demande où est-ce que vous dormez, où est-ce que dort le bébé, où est-ce que vous changez le bébé, où est-ce que vous faites la préparation des biberons. Et là, mais ça peut être... Alors, à Rouen, il y a beaucoup de maisons en hauteur. Ça peut faire 3 étages. Des fois, j'ai dit, mais là, vous faites combien de marches C'est ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il faut faire tout au même endroit. Donc, tant pis, on dort dans le salon. Tant pis, on dort pas ensemble. Tant pis. C'est... Sur un temps défini. Voilà, pendant 9 longues semaines, c'est Koh-Lanta. C'est ça. Donc, tant pis si on dort sur un canapé, un clic-clac ou sur un matelas par terre dans la cuisine. On s'en fiche. On s'en fiche. Tant que tout est facile, la table à langer, le manger et le dodo de la maman et du bébé, tout ça facilement d'accès. C'est pas grave si c'est pas joli. Alors oui, la jolie chambre magnifique, assortie. Ce sera pour après. Ça c'est pendant très longtemps ça. Oui, c'est ça. Donc ça, vous pouvez faire déjà le deuil de la vie parfaite avec le bébé parfait qui dort dans sa chambre et vous dans votre chambre. Ça n'existe pas. Déjà faire le deuil. Moi, je ferai un gros travail sur faire le deuil. D'avoir beaucoup d'attentes sur... voilà. Alors après, ce sera comme ça, on fera comme ça. Non. Donc préparez-vous à ça. Il y a le côté matériel et il y a aussi le côté quand même psychologique de pendant 9 semaines, le bébé, il est que dans vos bras et vous pourrez, il va falloir apprendre avec une écharpe de portage ou un porte-bébé à manger avec, à faire pipi avec, à mettre vos chaussures. Pas se doucher avec, non. Non, c'est la seule chose. Mais mettre ses chaussures, c'est pas facile, hein, mettre ses chaussures avec, sans se pencher trop, tout ça. Donc oui, avoir des outils de portage comme les écharpes, les porte-bébés pour un peu après, c'est vraiment indispensable. Et si vous avez des sous, 2 systèmes. Un très facile, un slim, un truc, un hamac, un truc ping. Un sling, oui, pardon. Un string. Un string. J'ai dit quoi? Un slim. Un slim. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Donc un truc très facile, on le met direct. Et puis l'écharpe, où là, il faut mettre les nœuds, c'est un peu plus compliqué. Mais je crois que pour le premier mois, c'est quand même ce qui permet de soutenir plus facilement le bébé, non? Oui, mais quand en catastrophe d'un coup, si c'est la panique, s'il y a je sais pas même quoi... Même un foulard, quelque chose, parfois ça peut être juste soutenant. Voilà, juste un truc facile et un truc un peu plus compliqué. Et donc, Camille nous dit aussi que les plats préparés d'avance, c'est hyper bien. Les légumes congelés, les ratatouilles, tout ça, c'est vraiment... Il faut vraiment avoir des choses faciles et pratiques à faire. Le portage, c'est la vie. Ouais. Et comment on fait quand on a déjà un enfant? Et oui, alors là, c'est sûr que c'est plus facile quand c'est qu'un enfant. Oui, déjà un, là on est sur le 1, déjà c'est chaud patate, hein, on a bien dit. Et quand on en a 2, et comment il était gardé ce 1? C'est ça. Par une nounou, il allait à l'école, il y avait mamie, il y avait papy... parce qu'il va falloir du temps pour vous découvrir le bébé. Donc il ne va pas falloir se dire dès le congé maternité je garde le grand avec moi tout le temps ou les grands avec moi tout le temps parce qu'il va falloir décrypter ce nouveau bébé parce que c'est un nouveau mode d'emploi, même si vous en avez 2 ou 3 avant, c'est pas à chaque fois ou 13, c'est pareil. C'est la surprise, c'est comme le Kinder, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc comment il va être ce bébé-là si vous n'avez pas un temps que avec ce bébé-là pour apprendre à se connaître et que vous êtes toujours parasité par des maman, ça va être un peu plus compliqué. Et même si le grand il pleure, mais non, je veux rester avec toi, Linda, pourquoi le bébé il reste et moi tu restes pas? Parce que c'est ton boulot de grand. Toi tu vas chez nounou, tu vas à l'école et ne pas l'enlever pour qu'il y ait toujours le même rythme. Tout à fait. Alors oui, ça coûte des sous, on parle souvent de sous, mais un enfant ça coûte cher, hein, ça c'est sûr, mais qu'il ait toujours son rythme d'aller chez nounou, voir ses copains et avoir ses activités. Et même s'il vous fait du chantage affectif, parce qu'il va essayer, ce qui est normal, hein, c'est son job d'enfant. Tout à fait. C'est son job. Lui, il veut rester avec vous, mais vous lui dites, oui, j'entends que tu as envie de rester avec moi, et le bébé, il n'y a pas de problème, mais toi, ton boulot, ta vie, c'est d'aller chez nounou, et moi, je m'occupe du bébé. Quand tu étais petit, regarde les photos, je suis restée avec toi que avec toi. Exactement. Et là, c'est le temps du bébé, et quand le bébé sera grand, il ira chez nounou, comme toi, tu as été chez nounou. Et on pose un cadre bienveillant, mais un cadre, et on tient le cadre. Parce que si vous cédez une fois, tous les jours, il va se dire, c'est bon, elle peut céder. Je vais tenter jusqu'à ce que ça marche. Oui. Donc, quand on en a d'autres, on les envoie là où ils allaient avant, s'ils allaient quelque part avant. Ou on demande à papy, mamie, tonton, tata, de garder les grands pour avoir des temps vraiment privilégiés avec ce nouveau bébé et ce nouveau mode d'emploi à découvrir. Tout à fait.
Donc Anne nous dit, être en pyjama jusqu'à 13h, ça fait peur, mais c'est réel. Oui, peut-être même toute la journée. Oui, 13h, t'es optimiste. C'est déjà pas même mal. Parce que des fois, c'est jusqu'à ce que le mari revienne du travail et qu'on puisse aller prendre cette douche. Donner le bébé et puis pouvoir faire des trucs. Camille nous parle aussi du coussin d'allaitement. Effectivement, ces grands coussins en forme de U un peu qui sont assez modulables, ils vont être très pratiques pour s'installer soi-même. Parfois, ça peut arriver au niveau du périnée d'avoir été recousu ou d'avoir un hématome. Et du coup, c'est important de prendre le temps d'avoir ce qui vous fait du bien pour être bien, pour pouvoir vous installer confortablement. Et c'est important, juste là, l'idée qui me vient, c'est les mères courage qui endurent la douleur, tant pis, pour s'occuper quand même de leur bébé. Non, c'est important que vous soyez bien, qu'il y ait des gens qui s'occupent de vous. Si vous avez mal, c'est important de soigner cette douleur, de trouver comment faire pour que ce soit confortable pour vous. Et c'est ça qui va vous aider à prendre soin du bébé. Et Camille, elle parle aussi d'un lieu, d'un fauteuil, quelque chose qui vous permet... Un fauteuil, ça peut être chouette d'avoir un fauteuil ou un endroit vraiment où vous vous sentez très bien pour passer du temps avec le bébé, que ce soit pour lui donner le sein, pour lui donner le biberon, que vous ayez un lieu un peu privilégié pour être bien installé. Un fauteuil, peut-être un fauteuil à bascule, ça peut être intéressant, ou par exemple... La magie du ballon. Le gros ballon, le gros ballon Décathlon ou Sport à 10 euros. Que vous aviez investi pendant la grossesse pour être plus confortable, pour pouvoir vous aider pendant le début du travail, pour gérer les contractions, et bien ce ballon, il peut encore servir après. Alors, il ne sert pas pour l'allaitement, mais il sert pour faire croire au bébé qu'on le berce. C'est-à-dire qu'on est dessus et puis on tient le bébé et on secoue comme ça. Alors, ça donne un peu la nausée pour ceux qui regardent, on ne va pas le faire longtemps. C'est ça. Mais le bébé croit qu'on se promène et ça vous permet de rester... D'être assis. Et de pouvoir bercer le bébé. Et les mouvements haut-bas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Donc, on peut le faire sur les cuisses, mais c'est quand même un peu challenge. Le ballon, il aide vraiment à pouvoir faire ce mouvement haut-bas. Et de le bercer et de l'endormir et pouvoir rester à la maison. Parce que des fois, il faut faire le tour du pâté de maison en écharpe, en poussette ou en voiture. J'ai vu des gens hier, ça fait 15 jours, tous les jours, c'est la voiture. Il n'y a que ça qui marche. Donc oui, des fois, il n'y a que ça qui marche. Ça va passer, c'est comme tout, mais ça peut être long. Sur la douleur, je suis impliquée dans la douleur. Quand les mamans ont mal... ça fait sécréter des substances dans le cerveau de la maman et le bébé il le ressent. Donc si vous voulez pas, moi je leur dis souvent ça, si vous voulez pas vous occuper de vous, pour vous, parce que vous prenez pas le temps, parce que c'est pas important, vous allez le faire parce que vous voulez vous occuper de votre bébé et votre bébé il le sait que vous avez mal. Et il est grognon, il est pas bien si vous avez mal. Et oui, il le sent. Donc faites-le pour le bébé, comme ça lui il est plus détendu et tout ira mieux. Donc moi, souvent, je regarde les papas, je demande aux conjoints, aux conjointes, c'est à vous de gérer la douleur de votre femme parce qu'elle ne va pas s'écouter. Elle-même, c'est ça. Elle ne va pas savoir... elle est tellement peut-être focalisée sur le bébé qu'elle s'oublie complètement. Donc c'est important. Le cerveau de la maman, elle va enclencher une occupation du bébé. Il y a plein d'hormones qui fait qu'elle s'en fiche de plein de trucs, elle s'occupe que du bébé. Et elle s'oublie elle-même. Mais elle a mal et le bébé le ressent. Donc ça, c'est le job de l'entourage de dire, mais tu fronces les sourcils, mais t'arrêtes pas de faire confortable. Tu fais comme ça tout le temps, ça va pas, il faut que tu prennes un truc. Et là, il faut lui amener, parce que faut que tu prennes un truc, elle ne le prendra pas. Il faut lui amener du paracétamol, du ibuprofène, le verre d'eau. Allez, vas-y, prends ça. Et ça, c'est le job de l'accompagnant, du papa, de la maman à côté, de dire... là, je t'amène. Ça va pas. Et ça marche aussi pour le côté moral ou psychologique. C'est-à-dire que si ça va pas bien, et c'est vraiment possible que ça soit difficile cette période-là au niveau psychologique ou moral, le bébé de la même façon il va le ressentir. Et souvent, moi j'imagine que ça peut être soi-même, on se rend pas toujours bien compte, et ça peut être l'accompagnant, l'accompagnante qui est là, qui va voir que sa compagne fonctionne plus bien, qu'il y a un truc qui se met pas bien en place. Et du coup, c'est aussi important... si vous voyez que ce soit votre compagne ou si c'est une sœur, une amie, ou vous voyez que ça commence à pas bien aller, c'est important de pouvoir en parler pour ouvrir la parole et qu'elle puisse se libérer et trouver des solutions par rapport à tout ça. Pendant les 10 premiers jours, 15 premiers jours, les mamans, elles ont le droit de pleurer, de pas aller bien, pas de problème, le baby blues, c'est normal.
Mais dépasser 15 jours, c'est la dépression du postpartum. Et là, c'est 20% des femmes. C'est très fréquent. Tout à fait. C'est pas être un monstre, c'est pas être nul, c'est pas être incompétente. C'est une maturation, comme la crise d'adolescence. Voilà, il y en a qui font le mur, il y en a qui insultent des surveillants, il y en a qui... Bon, voilà, chacun... Des souvenirs? Non, pas le premier, mais pas le deuxième. C'est pas pour ça qu'ils sont malades, les adolescents. C'est une crise maturative. C'est ça. Ils se cherchent, ils essayent, ils savent pas trop. La dépression du postpartum, c'est une crise maturative. La femme se transforme en mère. Et ça peut arriver au 3e enfant. C'est les dames qui disent, mais enfin, vous me dites que c'est un peu comme une crise d'adolescence. J'en ai déjà eu 2. Ben oui, mais vous les aviez pas fait les 2 premières fois. C'est ça. On a des crises d'adolescence à 40 ans. Souvent chez les hommes qui trompent leur femme, changent de métier, tout ça. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Donc la dépression du postpartum, c'est pas un échec. C'est une façon de grandir. Tout à fait. De traverser la transformation, de pouvoir transformer, se transformer en papillon. C'est ça. Et le but, c'est que ce soit un beau papillon pour le bébé. Même si c'est très douloureux, très difficile, on est bien d'accord. Mais essayons de ne pas le vivre comme un échec. Voilà, voyons ça comme une possibilité de transformation qui permet de traverser un tunnel qui est noir, mais avec de la lumière au bout. Dans les autres choses, Marion nous dit une petite banette avec tout ce qu'il faut dedans. Effectivement, ça rejoint ce que disait Célia tout à l'heure par rapport au change et tout ça. Ça va être important rapidement de s'organiser avec tout à portée de main. Ça, il y a des gens qui vont réussir à organiser ça même avant que le bébé arrive. Il y en a d'autres, ça va être en faisant qui vont le faire. Chacun va trouver son rythme. Et en tout cas, c'est important rapidement de trouver des choses pratiques et la plupart du temps simples. Par rapport aux produits, c'est peut-être l'occasion de parler rapidement des produits de soins pour le bébé. En gros, l'idée, c'est d'avoir de l'eau et du coton pour nettoyer les fesses du bébé. Certaines fois, ça peut être utile du liniment, mais c'est pas indispensable. Et pour laver le bébé, l'idée, c'est plutôt d'avoir un pain de savon sur gras avec très peu d'ingrédients dedans. Éviter les choses qui contiennent plus que 5 ingrédients qui ne sont pas bons pour la santé des bébés, et c'est le cas de la majorité des produits spéciaux pour bébés. Voilà, faites simple. Et surtout pas de bain pendant 1 mois parce que la peau du bébé est immature, ça empêche le cordon de tomber, c'est stressant pour tout le monde, c'est des gestes compliqués à faire quand on n'est pas à l'aise avec son bébé. Donc le bébé il est stressé parce que vous êtes stressé, vous mettez 3 plombs mal séchés, il a froid. Donc vraiment, médicalement, psychologiquement, pour le bébé, pour les parents, pas de bain avant 1 mois. Donc à 1 mois, vous serez plus à l'aise et là, vous pourrez lui donner un bain ou un professionnel, évidemment. Mais attendez, prenez votre temps de découvrir les choses avec plaisir et non pas avec stress et angoisse et que dans quelle sauce je fais et comment je me rappelle plus l'ordre des soins. Non. Moi, en blaguant, je l'ai vraiment fait pour... Mon fils avait 2 ans, ma fille est née et j'ai dit à 1 mois, j'ai dit à son grand frère, vas-y, donne-lui un bain. Je lui ai rien montré, rien. Il a pris sa sœur, il l'a mis dans l'eau, il l'a pas noyé, il avait 2 ans. Donc c'est pas un truc non plus de dingue. Il faut aussi se détendre. Vous allez vous en sortir. Ouais, plus on se met de la pression, plus c'est stressant, plus on fait des listes, plus on se fait peur. Donc, il faut se détendre avec le bain. Il faut se détendre avec plein de trucs. En fait, c'est ça. Tout ce que vous avez prévu n'arrivera pas. Toutes les idéaux que vous aviez vont disparaître. Donc, plus vous en avez, plus il y aura des deuils à faire. Donc, il va falloir accepter. J'ai vu un message de l'une qui est restée 3 semaines en pyjama. Oui. Et oui, des fois, on reste 3 semaines en pyjama. Peu importe. C'est pas grave. Et le bébé, il peut rester en pyjama. Il n'a pas besoin d'être habillé avec des vêtements comme un adulte. C'est pas confortable pour lui. Les pyjamas sont vraiment beaucoup plus bienvenus. Ça serre le ventre, les petits jeans pour garçons, là, et ça les fait régurgiter. C'est ça. Les collants pour les filles. Ils ont les traces sur le ventre de l'élastique. Nul. Oui, nul. Vraiment. Donc, quand on vous offre des jolies tenues, vous allez les changer pour des jolis pyjamas ou des pilotes. Voilà, si vous voulez un intermédiaire, un truc tout doux, tout confortable. Déjà, ils étaient tout nus avant et d'un coup, il y a la couche, la peau sèche. C'est horrible en fait. Ouais, si on se met à leur place, on n'aurait pas envie d'être tout engoncé dans ces... J'ai vu, je vous jure, il y a 2 jours, un body, il y avait une étiquette comme ça. Ah ouais, enlevons les étiquettes. 20 cm, mais même sur mes habits, il n'y a pas ça. Alors moi, je les enlève déjà bien. Tout à fait. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. C'était plus large que le body. Mais non. Et ça, c'est pas confortable pour le bébé. Après, il pleure. Ah, mais oui, il pleure. Oui, c'est pas agréable. Moi, je pleurerais aussi.
Il y a 2 personnes qui nous parlent de la matrescence. Ah, alors la matrescence, c'est le mot pour dire qu'on passe c'est de l'adolescence en maternité. Et il y a un podcast, je ne sais pas si c'est le but du podcast, mais il y a un podcast extraordinaire qui s'appelle La matrescence, vraiment... alors il y a de tout, faut faire le tri comme dans toutes les choses qu'on entend. De toute façon, c'est à vous de faire votre propre idée. Donc, et de garder que ce qui vous plaît, quel que soit d'où viennent les conseils. Mais on l'avait mis en lien ressources dans mon projet de naissance, le podcast La matrescence, qui est vraiment très très bien. Et Cathy nous dit « J'attends des jumeaux, j'appréhende le postnatal, je vais faire mon max pour le préparer. » Oui, c'est une très bonne idée. Alors là, c'est même pas une question. Là, c'est indispensable. C'est indispensable, vital, c'est vital. Là, on rigole pas. Le père, il prend son congé paternité. Et plus. Voire on déménage pour se rapprocher de ses parents ou de ses personnes ressources. On fait déménager les gens. Vraiment, c'est les jumeaux. C'est chaud. C'est chaud. Donc, il faut vraiment s'organiser. Là, c'est pas juste des petites listes. Là, il faut tout de suite... c'est le combat. C'est-à-dire, dans la maison, le combat. On déménage, tant pis. Alors, peut-être la chambre d'amis, c'est mieux. Peut-être que mettre les lits, là, c'est mieux. Peut-être là on compte le nombre de pas. C'est plus le nombre de marches. C'est le nombre de pas avec des jumeaux. Et puis, voilà, vous verrez après... Pareil, hier, j'ai vu des gens qui réveillaient... Dès qu'il y en a un qui se réveillait, ils réveillaient l'autre. Donc, je leur ai dit, peut-être que l'autre, il dort, on ne sait pas. Hein. Et puis, en fait, ils m'ont mis un mail ce matin pour me dire, mais en fait, elle dort, la deuxième. Oui, en fait. Il faut la laisser dormir. Donc, vous allez voir, ça va être la surprise de chacun son mode d'emploi. Là, vous avez 2 modes d'emploi à découvrir. Donc là, c'est vous alertez tout le monde. J'ai des jumeaux, j'ai besoin d'aide. Là, il n'y a même pas de question. Rassemblement général. Et du coup, pour l'accompagnant, le papa ou la deuxième maman, l'idée c'est le congé paternité, mais peut-être même encore plus de temps après, et pourquoi pas un arrêt de travail si c'est nécessaire. C'est-à-dire que cette période du démarrage, elle est tellement importante, c'est important de se donner le temps qu'il faut pour se sentir bien et que le démarrage se passe bien. Et ça, c'est aussi vrai quand on en a un seul. Voilà, on a le droit, on l'a pas dit, même avec un seul, d'aller habiter aussi chez quelqu'un, une personne ressource, parce qu'on va être bien chez cette personne-là. Et même si c'est loin, le papa il revient le week-end ou il se débrouille, mais il y a un moment quand on est toute seule avec 1, 2, 3, 4, on peut habiter aussi avec une copine qui a des enfants dans bas âge, parce qu'en fait c'est plus facile de soutenir à 2 mamans avec des petits. Et les petits, ensemble, ils jouent, alors que tout seul, ils demandent de l'attention. Donc, moi, j'ai beaucoup emmené en vacances et encore maintenant gardé les enfants des autres. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais? C'est beaucoup de travail. Ah non, c'est plus simple. Quand ils ont chacun un autre enfant, ils sont beaucoup moins demandeurs de leurs parents. Donc, c'est plus simple, vraiment. Donc, vous avez le droit d'aller aussi passer 3 jours, 1 semaine, 15 jours chez quelqu'un. Tout à fait. Votre mère, votre grand-mère, votre tante. La chaîne de chouchoutage. Il faut aller se faire chouchouter. En fait, vraiment, l'idée, c'est de trouver les ressources pour trouver autour de vous qui peut s'occuper de vous pour que vous soyez tout disponible pour s'occuper du bébé. Et la honte, c'est vous qui vous la mettez à pas y arriver toute seule. C'est vous qui avez fait le bébé toute seule, c'est vous qui avez accouché en général toute seule, donc c'est vous qui avez déjà fait toute seule. Maintenant, laissez les autres vous aider. Vraiment. Tout à fait. Vraiment, tout à fait. Vraiment. Ou imaginez que vous êtes canadienne, norvégienne, islandaise, je sais pas, un autre pays. Parce que c'est vraiment, en Espagne, en Italie, les autres mères, les autres sœurs, elles aident. On est vraiment un pays, au Maroc, en Tunisie, elles aident. Mais ici, non. Donc c'est juste un problème culturel. C'est pas vous qui êtes en faute, c'est la culture qui est en faute, vraiment. Oui, tout à fait. Et peut-être c'est de notre... si vous êtes en situation d'accoucher bientôt, vous avez accouché récemment, trouvez de l'aide autour de vous. Et puis, nous, en tant que citoyens, citoyennes, on peut aussi être attentifs particulièrement autour de nous aux personnes qui viennent d'avoir des enfants. Et même si de l'extérieur, ils peuvent faire genre « tout va bien, c'est génial », tout ça, on sait que c'est une période pas facile et comment on peut leur apporter des petites attentions, des choses qui vont leur permettre de leur rendre la vie plus douce pour qu'ils puissent être détendus avec leur bébé. Au premier confinement, il y a eu plein d'entraide, plein de gens qui ne connaissaient pas leurs voisins, qui se sont mis à faire les courses, à s'aider. Et on a montré dans les études que ceux qui ont aidé les autres sont ceux qui ont mieux vécu le confinement que ceux qui sont restés tout seuls. Donc vraiment, le fait
d'aider, ça fait du bien au cerveau. Le fait d'être aidé, ça fait du bien au cerveau. Donc, faisons-nous du bien. Voilà, faisons-nous du bien tous ensemble. Et je pense qu'il va être l'heure. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. Ah, 41, tout à fait. C'est une bonne conclusion, tout ce qu'on dit là. Très bien. Eh bien, prenez soin de vous. C'est ça. Commençons par prendre chacun soin de nous et ça, tout ira mieux. On peut juste rappeler pour terminer cette magnifique métaphore du masque à oxygène. Dans un avion, quand les masques à oxygène tombent, même si vous êtes avec vos enfants, c'est important d'abord de se mettre le masque à oxygène à soi pour pouvoir le mettre aux autres après. Donc voilà, prenez bien soin de vous chacun et chacune. Au revoir. À bientôt.